Bonjour à toutes et tous. Je vais être très brève. Je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue à l'Académie du Climat. Alors pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà le lieu. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce donc l'Académie du Climat? Donc vous êtes dans un bâtiment qui anciennement était la mairie du 4e arrondissement et qui, depuis septembre 2021, accueille l'Académie du Climat, qui est à la fois un lieu de pédagogie, puisque nous accueillons tout un tas d'ateliers pour des enfants, pour du grand public, etc., etc. Un lieu d'expertise, puisque c'est également un lieu où nous partageons du savoir et des savoir-faire validés scientifiquement. Et c'est un lieu de vie. Et le week-end qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec l'ONF en est le témoignage. C'est un lieu où des gens se rencontrent, des gens témoignent, des gens partagent, des gens transmettent. C'est un lieu animé, puisque vous avez eu l'occasion de le voir avant d'arriver dans cette salle du 2e étage, que la cour est très animée par des ateliers, par des gens qui font de la plantation, du maquillage, qui a des personnes de tous âges, puisqu'on a à la fois des tout petits, mais aussi des plus grands. Et donc, vous allez avoir le plaisir d'assister à partir de 15h, 15h10 maintenant, à une première conférence. Il y en a une seconde qui suit derrière. Et j'espère que vous allez passer un agréable moment. Et je vous remercie d'être parmi nous. Et je vous invite à revenir. Et n'hésitez pas à laisser vos coordonnées mail sur une petite feuille qui va circuler pendant la conférence, si vous souhaitez pouvoir être informé de manière hebdomadaire des activités que nous avons dans la structure. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente conférence. Merci d'être venu. Vous pourrez dire aux personnes qui sont pas là que tout ça est filmé et pourra se visionner sur le web après. Savez-vous, moi je suis Françoise, je travaille à l'ONF, savez-vous que le 21 mars, donc mardi prochain, c'est la journée internationale des forêts, une journée onusienne. Et que fait-on, nous, à l'ONF, le 21 mars? On a vraiment voulu mettre un coup de projecteur sur les forêts, comment ça se gère, quelle biodiversité elle peut héberger, quel rôle elle joue dans ce contexte de réchauffement climatique. Et c'est pourquoi on a créé ce festival Forêts en Scène. C'est dans toute la France, en métropole, en Outre-mer, 120 animations, et à Paris, à l'Académie du Climat, où on s'est posé quelques jours. Je les remercie pour toutes ces animations, pour petits et grands, dont vous pourrez profiter après la conférence et également demain. La conférence d'aujourd'hui, c'est comment la forêt inspire les artistes et un élément d'inspiration. Je cède la parole à Alice. Merci beaucoup. On a initié il y a déjà 3 ans un premier dialogue entre l'art contemporain et la forêt. On avait démarré doucement en ligne avec la découverte d'artistes qu'on avait sélectionnés, on avait présenté leur travail. L'un d'eux était Fabrice Hibert, qui est devenu dans la foulée ambassadeur du fonds Agir pour la forêt. L'année dernière, on a eu une première table ronde avec justement Fabrice Hibert, Eva Jospin et Vincent Laval qui abordaient de manière assez innovante par rapport au débat qui existe aujourd'hui autour de la forêt et qui apportaient leur pratique, leur regard sur l'arbre, sur la forêt en tant qu'artiste. Alors avec Eva Jospin, c'était via par exemple un matériau dérivé qui est le carton, mais aussi via des motifs, étant donné qu'elle représente énormément de forêts. Avec Fabrice Hibert, c'était aussi lié à une pratique forestière, et Vincent Laval qui prélève ces matériaux pour réaliser ses sculptures dans la forêt et qui ne coupe jamais une branche, qui ne fait que prélever du bois mort. Et je suis donc absolument ravie de continuer ce format avec 3 nouveaux artistes aujourd'hui qui vont eux aussi continuer ce dialogue, cet éclairage. Vous allez rentrer dans des univers différents. Et surtout, via ce qu'ils vont vous montrer à l'écran, vous allez bien comprendre à la fois leur pratique, leur imaginaire et puis parfois aussi leur colère. Donc, pour démarrer, nous raconter brièvement la collaboration avec Fabrice qui était là l'année dernière, qu'en ce moment à Chaumont en train de monter une pièce monumentale
environnementale. Voilà ce qui se passe dans le cadre de votre collaboration avec Fabrice Hibert. Je m'entends en écho, mais vous, ça va? Vous m'entendez bien? Oui, bonjour à tous. Donc, pour avoir un aperçu général de cette forêt française, il faut savoir qu'elle couvre 31% de notre territoire. C'est assez considérable et vous comprenez que c'est un élément très important du coup de nos paysages et de notre cadre de vie. Quelque chose qu'on ne sait en général pas, c'est que la surface forestière française a doublé depuis 200 ans. Donc c'est une forêt qui est en expansion, donc ça c'est quelque chose de très positif. Et puis 25% de cette forêt est publique, c'est-à-dire c'est les forêts de l'État, les domaniales, les forêts des collectivités. Elles sont ouvertes à tous et ce sont ces forêts publiques qui sont gérées par l'ONF, donc de manière durable. Durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dans notre travail concilier différents objectifs de production, de protection, d'accueil, qui vont permettre à la forêt de rendre tous les services qu'elle nous offre. Donc c'est la forêt réservoir de biodiversité, puits de carbone, régulateur du climat, la forêt lieu de bien-être et de santé, aussi productrice de bois et de toute une filière, toute la filière bois qui va derrière. Donc ça, c'est vraiment notre rôle de forestier. C'est ce qu'on peut imaginer voilà, de la forêt aujourd'hui, qui pourrait être en bonne santé, mais qui est très affectée depuis quelques années par le changement climatique. En fait, on a eu depuis 2018 plusieurs sécheresses. Les arbres sont considérablement fragilisés. On a, du fait de ces températures élevées aussi, des cycles de maladies, des cycles d'insectes qui s'accélèrent, qui sont plus fréquents et qui, sur des arbres fragilisés, causent des dépérissements considérables. Également en lien avec le changement climatique, les feux de forêt, donc de plus en plus fréquents, qui ne se limitent plus aux régions sud, mais qui se présentent sur toute la France. Et on a pu le voir là même tout récemment en plein hiver, en cette période aussi de sécheresse. Donc Alice le disait, alors la sécheresse d'hiver pour les arbres, c'est pas forcément très grave parce qu'ils sont en repos végétatif. Non, les feuillus n'ont plus leurs feuilles et ils sont au repos. Mais si ça dure et si le printemps est sec, c'est à nouveau une sécheresse qui va les fragiliser. Donc un état assez inquiétant des forêts. Vous êtes, j'imagine, pour la plupart d'Île-de-France. On a la forêt de Montmorency touchée par l'encre du châtaignier, les forêts du Nord touchées par la calarose du frêne, les pins de Fontainebleau qui dépérissent, puisque finalement cette forêt, c'est aussi une solution pour le changement climatique. On a besoin d'elle pour constituer le puits de carbone qui peut nous permettre de diminuer un peu l'effet des gaz à effet de serre. Donc c'est cette situation préoccupante. Évidemment, nous, dans notre travail de forestier, on est face à un défi. C'est le défi de la revitaliser pour pouvoir la transmettre en bon état aux générations futures. Comment on fait? On a un peu deux leviers. Il y a le levier technique qui est l'adaptation de notre sylviculture, de nos manières de faire, pour permettre à cette forêt de s'adapter mieux au changement climatique et d'avoir une meilleure résilience. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de la diversité en tout, parce qu'on est face à une grande incertitude. On a bien sûr des données scientifiques, mais on ne sait pas à quelle vitesse ce climat va évoluer et donc à quelle vitesse les effets sur la forêt vont se faire sentir. Donc en bon père de famille, on ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier et donc on va diversifier les essences, les modes de sylviculture, travailler sous forme d'une forêt mosaïque. Voilà. Donc ça c'est cette première méthode en fait technique de sylviculteur. Et puis moi je vois un deuxième levier qui est de sensibiliser le public, vous tous qui êtes là aujourd'hui, à la fragilité de la forêt pour adopter des bonnes pratiques, pour alerter aussi sur sa fragilité. Et c'est un peu pour répondre à ces deux défis qu'on a à l'ONF créé le fonds de dotation ONF Agir pour la forêt,
Donc c'est un fonds qui a été créé fin 2019, dont la vocation est de soutenir, de financer donc, des projets dans les forêts publiques. Et ce fonds, il permet à tout à chacun, des entreprises de toute taille ou des particuliers, de contribuer à la préservation des forêts en soutenant des projets dans diverses thématiques, la plantation bien sûr, mais aussi la biodiversité, l'accueil du public, la prévention des risques, le patrimoine historique et culturel. Et là, on va rejoindre effectivement la thématique art et nature ou art et forêt. On a réalisé déjà plusieurs projets ou performances artistiques en forêt, une opération en forêt de Mervan l'année dernière avec des teddy-bears, donc des créatures imaginaires créées par Fabrice Hibert qui se promenaient dans cette forêt à la rencontre des visiteurs. On a installé des 100 tabourets numérotés et designés en forêt de Bercé que les promeneurs devaient aller chercher. Donc c'est en quelque sorte des œuvres qui permettent d'expliquer à quoi sert le bois de nos forêts et combien il est important. On a aussi des concerts de la violoncelliste Olivia Gay en forêt. Voilà, donc des actions finalement qui montrent que le lien entre art et forêt est important. Et les artistes en fait sont témoins finalement de leur époque, sont interprètes, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, de chaque époque. Et c'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, la préoccupation environnementale, tout ce dont on vient de parler, ces difficultés qu'on rencontre, les peurs, les craintes, etc., donc peuvent se trouver effectivement mises en avant et traitées d'une manière originale par des artistes. Et on a donc dans notre fonds de dotation un artiste comme un ambassadeur formidable qui est donc Fabrice Hibert. Fabrice Hibert, c'est un artiste semeur. Il a fait en fait cette expérience de semer une forêt sur les terres qu'exploitaient autrefois ses parents. Et il a racheté toutes les terres d'une vallée en Vendée, donc où se trouve cette ferme, et il a semé de la forêt. Et il a eu cette intuition, finalement, dans les années 80-90, qu'il ne fallait pas planter qu'une essence. Donc il a collecté plein de graines et il a semé plein d'essences différentes, côte à côte, et puis il a regardé effectivement ce qui marchait. Donc ce côté un peu visionnaire de l'artiste est quelque chose d'important. Et si vous voulez découvrir en fait ce travail, il y a une exposition actuellement à la Fondation Cartier qui s'appelle La Vallée justement, qui parle de cette expérience. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la présence de Fabrice à nos côtés, c'est qu'il est porte-parole, bien sûr, de la cause de la forêt, et on va le voir aussi avec vous. Il est porte-parole de l'urgence climatique, il donne l'alerte, et puis il nous permet finalement aussi d'explorer des possibilités, des hypothèses, de voir plus loin, des futurs possibles. Oui, parce que lui, il imagine une forêt comestible, une forêt avec des clairières, une forêt qui avec beaucoup de fonctions. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette introduction et pour ce témoignage sur la collaboration avec Fabrice Hibert. On va démarrer avec mon voisin, Pablo Reynoso. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors vous, de par votre lieu de naissance, vous avez connu diverses forêts, y compris la forêt primaire d'Amérique du Sud. Vous l'avez beaucoup arpenté. Et dans votre travail, on va retrouver, vous allez nous présenter plusieurs images. Non seulement l'utilisation du matériau bois, mais une conception aussi beaucoup plus large sur ce qui peut être un rapport au monde dans lequel respirer, par exemple, prend une signification tout à fait particulière. Je vous laisse la parole, Pablo, et si vous voulez, à partir des images qu'on a préparées, parler de votre travail.
Oui, On peut merci. mettre la première et donc vous direz next slide. Non. Tout d'abord, merci de m'accueillir. Merci à tous. Je pense que je vais être un tout petit peu à vos yeux pendant un petit moment, mais pas trop longtemps, hors sujet. Car je ne viens pas spécialement parler de la forêt, puisque ce n'est pas ma pratique. Par contre, puisque je travaille le bois et que je suis très sensible à ce qui arrive en ce moment, mais que j'avais senti qu'il y avait des choses qui pouvaient arriver avant déjà, je dirais plutôt que ma pratique, elle a été modifiée par l'actualité climatique. Pas d'aujourd'hui, mais de tous ces derniers temps, où, évidemment, tout artiste est un être plutôt sensible, sinon il ne serait pas artiste. Et on est sensible avec les matériaux qu'on travaille, qu'on respecte, qu'on comprend, etc. Donc ce que vous allez voir, c'est d'abord juste une expérience humaine. Je vais vous faire voyager pendant 10 minutes sur 50 ans de mon travail, même un peu plus. Donc je n'ai aucune prétention qu'il y a 50 ans, je pouvais avoir la conscience qu'on peut avoir aujourd'hui de ce qui arrive à la planète. Le mot écologie, par exemple, je l'ai entendu quand j'étais à l'université comme une option éventuelle des études qui pourraient se faire en parallèle à la biologie à un moment donné en cursus séparé. Donc elle n'était pas du tout dans le langage commun. Les études étaient en Argentine, mais en France c'était pareil. On n'était pas plus avancé pour autant. Alors, tout d'abord, j'avais moi, et j'ai toujours, un amour du métier. C'est-à-dire la capacité que l'homme a à transformer, à faire évoluer, qu'aujourd'hui, malheureusement, cette énorme capacité qu'on a nous emmène à la fin de peut-être notre civilisation. Cependant, il y a 50 ans, j'étais en train de faire cette sculpture-là, qui était une sculpture objet, une sculpture où beaucoup de choses pouvaient se passer en même temps. Là, pour moi, c'était l'attitude de la manufacture. Ce que je mettais en exergue, c'est cette capacité qu'on peut avoir à partir d'un savoir-faire, le transformer et faire de ce tronc, qui était un simple tronc, un tronc articulé, et selon la position des articulations, l'œuvre peut tomber du côté de la sculpture, ou il peut tomber, comme tout en bas à gauche, du côté de l'objet, par exemple un petit tabouret. Donc moi, j'avais 15 ans quand je faisais ces choses-là, et j'étais complètement en rapport à prendre un morceau de bois, les tailler, les sculpter, selon quel bois, quelle dureté, quels outils. Vous voyez, j'étais comme on peut être aujourd'hui en BTS, où on apprend le métier, on apprend les choses de la vie. Donc j'étais loin d'imaginer ce que j'allais sculpter 50 ans plus tard, toujours avec un tronc. On peut avancer. Le prochain slide. Alors là, je vous fais faire un saut. 1982. Vous voyez au centre de l'image, c'est du marbre. Ça fait 7 mètres de long et c'est un paysage d'eau, un paysage sculpté sur le marbre. Et tout autour, ce que vous voyez, c'est du charbon minéral. Disons qu'à cette époque-là, d'abord j'étais fasciné par la nature, j'étais fasciné par l'eau, j'étais très enthousiasmé de sculpter par les durs, le marbre, par le rigide, la pierre, quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, qui est de l'ordre il n'y a pas de forme. L'eau a une forme élastique. Elle a des millions de formes. C'est un puits infini vers la forme, l'eau. Donc je voulais ce défi de sculpteur, de la retenir quelque part, mais le fait de l'entourer avec du charbon tout autour était aussi, pour moi, une manière de prolonger ces mouvements d'eau dans une matière minérale, comme le charbon, mais en même temps, j'avais eu de petites étincelles en me disant
Et si on fout en l'air l'eau, qu'est-ce qui advient de nous? Parce que, à l'époque, 1981, souvenez-vous, François Mitterrand arrive au pouvoir, il y a la relance de charbonnage de France, c'est-à-dire que la France va vers le tout charbon. Ça va durer jusqu'à 1983 ou 84, où le charbonnage de France va arrêter. Tous les centres miniers du nord de la France vont être arrêtés, parce qu'on comprend que là, il y avait une limite de l'exploitation du charbon et que la France allait se diriger plutôt vers le nucléaire. Tout ça était dans l'air et je me suis dit... Et le charbon, je vous coupe, pardon Pablo, vient des forêts très anciennes. Alors le charbon minéral des très anciennes forêts, c'est pas du charbon de bois, c'est du charbon de minéral. Mais même si ça vient pas exactement des anciennes forêts, la combustion du charbon minéral est un polluant immense. Et avec les crises qu'on connaît, il y a beaucoup de pays qui ont renforcé la production de l'électricité par le charbon minéral, comme la Chine ou l'Allemagne, qui n'avaient pas d'autres ressources. Donc, à cette époque-là, pour moi, c'était du style une alerte, presque une butade. Je le disais, et ça faisait ploche, comme dans l'eau. Ensuite, la préoccupation suivante était... Laura. Prochaine image, s'il vous plaît. Laura, s'il vous... Voilà, bon. On avance encore une, Laura, merci. Voilà, alors là, on est en image fixe et on va, dans 2 secondes, on va vous montrer une image en mouvement. Mais ça, c'est des petits coussins. Et au centre de ce coussin-là, il y a des petits ventilateurs. Et par un petit mécanisme de donner de l'électricité et de la couper, je vais créer une respiration. Alors maintenant, oui. On va voir si ça marche. Alors moi qui ai vu cette œuvre, en effet, c'est très impressionnant. Parce que vous avez le coussin qui respire. C'est un peu comme un poumon. Oui. Merci Laura. Donc, pardon. J'ai pas entendu. Alors, on est là face à l'air. Pour moi, l'air était très intéressant comme matière pour sculpter parce que l'air, c'est l'élément dont tout être ou chose vivante a besoin. Il n'y a pas de vie sans échange d'air. Donc vous voyez, on passe de l'eau, j'étais dans la structure du bois, la fascination du bois, etc., etc. Et là, je rentre dans quelque chose qui nous unit tous. Parce qu'aussi, ces 50 ans de travail, dont 45 se sont déroulés quand même en France. Et je suis aussi donc le pouls de la société française, dans laquelle, par exemple, ça vient assez récurrent, il y a tout le temps le rejet de l'autre, le rejet de l'étranger, le rejet de l'autre-té, d'accord ? Et là, s'il y a quelque chose dans lequel tous on est pareil, c'est avec l'air, avec la respiration. Donc pour moi, il était très important de trouver une démonstration qu'on est tous pareils et qu'on est tous dépendants de ça. Les forêts sont dépendantes de l'air, les forêts sont dépendantes de l'eau, les forêts se sont faites par des bois, des arbres. On continue, la prochaine image. Et là, on va avancer un peu plus. Non ? Voilà, alors là, derrière, il y a une œuvre respirante, et devant, il y a une des œuvres qui m'ont rendu un tout petit peu plus connu, qui sont ces espèces de bancs, que je les appelle les bancs spaghetti, dont le nom n'est pas parfait. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a un objet qui a été créé par l'être humain, un banc.
Celui-là, c'est un banc anonyme, on ne connaît pas l'auteur, d'accord? Donc, le bois, il va faire ce qu'on lui demande de faire. On va lui faire des lattes de bois et ça sera fait pour qu'on puisse s'asseoir. Ça, c'est l'activité de l'humain. Rappelez-vous le tronc manufacturé du début. Là, l'activité de l'humain, c'est je fais un banc, vous pouvez vous asseoir. Sauf qu'à ces moments-là, je dis à ma sculpture, ça suffit. On ne va pas laisser quelqu'un s'asseoir. Bout, bois, reprenez votre vie végétale et développez-vous. Et alors là, il y a ce que j'appelle un retour végétal. Nous sommes dans un moment de la société où certaines civilisations ont compris que le retour végétal est absolument vital. Cette œuvre parle de ça. Slide suivant. Alors là, bon, c'est un peu la même chose. C'est un banc qui va démarrer dans un étage. On passe au slide suivant. Il va monter, ça c'est dans un musée. Au slide suivant. Ah, bon, on s'arrête. Donc, c'était un banc qui allait communiquer avec un autre banc avec une stratégie végétale. Ça, c'est un retour à l'œuvre de 1969-70 que je pu faire plus tard avec beaucoup plus d'éléments techniques et des financements personnels pour faire ces œuvres-là. Là, je prends un morceau d'arbre qui était tombé dans la forêt, c'était un merisier, et je l'articule. Et alors, on ne sait plus. Et là, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du pathétique, du dur, du difficile. Alors, en même temps du jeu, tiens, c'est drôle, on dirait un espèce de Pinocchio qui va se mettre en route. Mais c'est tout notre rapport dans ce cas en particulier à l'arbre, par extension à la forêt, où nous, on est tout le temps en porte-à-faux. On doit l'exploiter et on ne sait pas l'exploiter. On doit arrêter de l'exploiter, on ne peut pas arrêter de l'exploiter. Et là, cette sculpture, elle parle de ces moments. C'est entre-deux de société qu'on vit aujourd'hui. On passe à l'image suivante. Voilà, et encore une. Alors, je vous ai dit que cet arbre était un merisier. Et ça, c'est un chêne. Ce chêne, il est tombé dans l'atelier, à côté de l'atelier où je travaille, à côté d'une fonderie, et il a été arrêté par un deuxième chêne qui a arrêté sa chute, juste à 10 cm d'un énorme entrepôt qui reçoit un stock considérable de moules originaux, de sculptures de Rodin et de Bourdelle. Donc l'arbre qui est là, il est tombé, il s'est arrêté pile poil devant ces sculpteurs que j'aime beaucoup. Il les a épargnés grâce à notre chêne. Et j'ai pris ce chêne-là et je lui ai construit comme un arbre métallique. On ne sait pas si c'est une prothèse, on ne sait pas si c'est parce qu'on essaye de le réparer, on ne sait pas si c'est qu'on a inventé un ruban qui fait la photosynthèse et qui est capable d'emmagasiner du CO2. C'est une espèce d'arbre un peu pathétique. Et il est entouré d'une forêt de merisiers. Mais ça, c'est à Chambord, dans un jardin à la française. Donc, pour les forestiers, j'imagine qu'un jardin à la française, c'est une hérésie. C'est quelque chose qui ne va pas du tout. C'est-à-dire, on met la nature et on la met complètement, on l'applique complètement à la manière de dessiner un paysage, de faire une architecture, etc. Cependant, c'est un jardin à la française, donc ça nous appartient, mais c'est une nature contrainte. Ce n'est pas la forêt plantée avec des semis de toutes sortes pour voir comment elle tient. Ce n'est pas la monoculture, ou en tout cas c'est la monoculture culturelle. C'est une idée. Mais j'aimais bien cette idée de le mettre là au milieu des autres, parce qu'on ne sait pas s'ils se parlent entre eux. Mettons qu'ils se parlent entre eux. Alors, les merisiers sont là, bon, ils essayent de pousser tout en ligne. Alors, ça râle un peu parce que c'est un peu trop militaire pour un arbre. Peut-être que, rhizomatiquement parlant, ils n'arrivent pas tout à fait à se toucher les racines parce qu'ils les ont mis un peu trop loin ou pas trop près, etc. Ils peuvent manquer d'eau. En tout cas, ils sont un peu comme dans une caserne.
Et à côté de ça, arrive cette espèce d'astronaute qui se plante au milieu, qui est un arbre, on ne sait pas s'il est crucifié. Et alors j'imagine un peu le dialogue entre, dis donc, toi tu fais quoi avec tous ces décorations? Et l'autre dit, bah, attends, ce n'est pas des décorations, ce sont des prothèses. Ah bon, ce sont des prothèses. Voilà, donc pour moi c'est en sous-jacent tout ce que je fais. Il y a aussi cette autre lecture que je suis en train de vous dévoiler. Peut-être quand vous voyez la sculpture, vous ne la voyez pas du tout. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Je crois qu'on finit là, non? Je crois. Il y a encore? C'est fini, Laura? L'approche. Oui, voilà. Vous voyez l'art pendant la journée. Et là, c'est bon. Je crois que ça va. Et on va passer la prochaine. Ah oui. Alors, on parlait de Chambord. Lionel va vous raconter aussi parce qu'il est en train de préparer l'expo de Chambord. Moi, j'ai fait l'année dernière. Chambord est un château, si vous ne l'avez pas remarqué, où quand même l'histoire de France a bien été marquée par cette existence-là. Je parle de François Ier. Donc c'est un château au milieu d'une forêt de la taille de Paris, encerclé, c'est-à-dire c'est une forêt close. C'est la seule forêt close aussi grande d'Europe, hein, où toute la faune va vivre. C'est une chasse. Oui, c'est présidentielle. C'est une chasse présidentielle puisque c'est une chasse royale. Et c'est un château quelque part absurde. C'est pas un château défensif, c'est pas un château pour y vivre, c'est parfaitement inconfortable. D'ailleurs, François Ier a vécu moins que ce qu'on aura vécu toi et moi dedans, parce qu'il n'a pas vécu plus de 90 jours dedans, et c'est rempli de cheminées. Mais il est inchauffable, puisqu'il a été construit sur des terrains marécageux, avec une pierre poreuse, ça absorbe beaucoup d'humidité. On peut allumer tous les cheminées du château, et on a tout le bois qu'on veut tout autour, et ça ne va jamais marcher. Donc c'est une opération impossible. Et c'est pour ça que j'ai fait cette évocation par des sculptures qui parlent du feu, faites par du bois. C'est celui qui va être tué par le feu qui parle du feu. Vous voyez? Donc, mais en même temps, on arrête le massacre, puisque c'est une sculpture qui va dans la cheminée, qui ne doit pas être allumée. On va... Merci. Et c'est pas là où il y a aussi une salamandre comme emblème qui justement est supposée... La salamandre est un emblème de François Ier. Voilà, qui justement est censé survivre dans les hautes températures de l'enfer. On va avancer en termes de diapositives. Voilà, encore, donc là, et on arrive. Merci beaucoup Pablo, c'était absolument passionnant. On finit par ce feu comme ça, en bois. Et on va découvrir maintenant le travail de Sarah. Moi, je ne me suis pas présentée, j'ai plusieurs casquettes. J'en ai une qui consiste à avoir fondé et présidé une association qui s'appelle Art of Change 21. Ma vice-présidente est dans la salle. Un partenaire en éco-conception, Philippe Ossé, là, je vois des personnes familières. Et nous avons créé un prix en 2021 et tu es l'une des lauréates d'un prix justement qu'on a remis pour les artistes qui traitaient de questions environnementales dans leur travail. Donc Sarah, on a aussi un certain nombre d'images à voir avec toi. Et nous, on aime beaucoup ton travail. On suit aussi beaucoup ce que tu fais en termes de recherche, sachant que... alors là, faut que je reprenne mon vous. Là, j'ai dérapé. Ma modération m'invite à dire vous. Vous collaborez avec un laboratoire de l'INRA qui travaille aussi sur les effets du réchauffement climatique sur une forêt méditerranéenne. Et vous êtes habitué à être confronté aux multiples parties prenantes de la forêt, donc vous avez aussi une lecture assez sociale de la forêt. Ok, bonjour. Alors oui, du coup moi j'ai 5 œuvres que j'ai choisies parmi mon travail qui parlent de la collaboration avec l'INRA. En voilà une première. Et que j'ai décidé de montrer et qui sont essentiellement in situ, comme ça je pourrais raconter des histoires un petit peu aussi. Et à partir des images, vous raconter en quoi on collabore et en quoi on ne collabore pas et en quoi
cette collaboration que j'ai avec l'INRA est assez silencieuse aussi, parce que c'est une collaboration qu'on a décidé de faire sur le long cours, dont l'apport peut être en nature, un arbre par exemple, mais pas d'argent, donc pas d'engagement avec tout ce qui peut constituer une résidence ou une collaboration, qu'on parle un petit peu d'argent, voilà, et qu'il faut immédiatement un résultat. Là, l'immédiateté est plus dans l'échange et dans ce que je peux proposer à partir de leur recherche aussi, et ce que je comprends de leur recherche. Donc en 2 mots, le travail de l'INRA Avignon et de l'URFM, qui est l'unité de recherche des forêts méditerranéennes. Nicolas Martin, notamment, qui est un biologiste avec qui je collabore et avec qui je suis en contact, fait des recherches sur les essences dont vous parliez. Par exemple, pour donner un exemple, le pin d'Alep qui est en train de disparaître de la côte méditerranéenne, le pin sylvestre à Fontainebleau, si je ne me trompe pas, c'est le pin sylvestre, qui est en train de dépérir à Fontainebleau, et certaines essences de la côte méditerranéenne, donc du sud de la France, qui remontent vers le nord. Ça, dès qu'on parle à un forestier, notamment l'ONF, moi c'est des informations que j'ai eues à l'ONF, peuvent vous raconter toutes ces choses, et les études qui sont faites par les agronomes, les biologistes, sur les essences qui peuvent potentiellement remplacer les essences qui disparaissent, qui sont amenées à remonter vers le nord. Notamment, on a aussi les peupliers qui remontent vers le nord plus haut aussi, il me semble. Bon, bref, je ne suis pas biologiste, je vais pas avoir ce discours-là. Mais voilà, ça c'est 2-3 petites choses, par exemple, moi, que je suis plutôt familière. Et là, par exemple, ici, dans cette installation, donc là, on est à la Villa Noailles, qui se situe à Hyères, et notamment, on peut aller sur une autre image, qui est la suivante, voilà, qui est un vieux pigeonnier dans les jardins de la villa, et on a 3 pins d'Alep, donc, qui ont été prélevés sur une parcelle à Font-Blanche, juste à côté de Marseille. Alors, à savoir que l'INRA a une parcelle de recherche, qui est une parcelle sur laquelle on marche sur des planches en bois. Il y a quelques dispositifs qui sont placés pour faire de la recherche sur le long cours, parce qu'une forêt, c'est sur le long terme, donc qui est un endroit où en fait il ne touche quasiment à rien, sauf à des zones pour voir la différence de phénomènes qui se passent. Et donc ces 3 arbres ici ont été prélevés, enlevés, non pas de cette parcelle qui est vraiment entourée de grillage et qui doit faire seulement 1 hectare, mais au pied du grillage de la parcelle, pour évoquer, et qui étaient 3 arbres morts tombés au sol, et qui avaient déjà commencé leur processus de désintégration, grignotés aussi par les scolites, qui sont sûrement tombés liés aussi au réchauffement climatique, mais qui, il ne faut aussi pas l'oublier, ce processus de parasitage dont on appelle le parasitage est aussi un phénomène lié à l'humain, qui va mettre des essences, ça permettrait d'avoir un échange, mais qui va mettre des forêts monospécifiques avec une seule essence, ce qui va devenir un supermarché pour le parasite, il va pouvoir se développer. Et en fait, juste par rapport à ça, étant donné que c'est un supermarché, c'est bel et bien l'homme qui crée ce supermarché. Vous comprenez d'où l'intérêt d'une forêt mosaïque est de diversifier les essences, qui est aussi une diversification des espèces, parce que les parasites, les insectes, on en a besoin pour faire de la terre, donc de la diversification aussi de la faune comme de la flore. Je dis pas de bêtises? Voilà. Bon, je vais aller un petit peu sur mon travail. Du coup, voilà, je vous ai fait une petite entrée. Donc là, on a une installation de 3 pins d'Alep que j'ai décidé de sculpter selon plusieurs modes, qui est le premier, qui était vraiment de dire, voilà, un arbre, c'est une poutre. Les poutres qu'on voit chez nous ou ici, par exemple, proviennent d'un arbre. Donc, le fait de venir tailler l'empreinte d'une poutre, et ensuite d'avoir un geste aussi de sculpture, vraiment de sculpture, là on peut parler de sculpture, d'ornement avec un feuilletage et d'un poilage que moi je ne vois pas, mais je crois qu'elle est à droite, sont des gestes que j'ai souhaité avoir sur les arbres tout en conservant l'écorce pour qu'on puisse conserver l'idée de cet arbre. Mais plus spécifiquement, ensuite on va passer au travail suivant, ces arbres commençaient donc leur processus de désintégration. Il a fallu que je m'interrompe parce que le Covid est arrivé, on a dû confiner les arbres et moi je suis allé me confiner ailleurs.
Les arbres, durant leur confinement, les insectes s'en sont donnés mais vraiment à cœur joie, parce que c'était humide, là où on avait placé les arbres pour les abriter. Peut-être que tu mets un tout petit peu plus proche, parce qu'il y a une légère résonance. Là, ça va? Ouais. Les parasites s'en sont donnés à cœur joie, et quand je suis revenu à la fin du confinement pour terminer ce travail de sculpture et d'installation dans le pigeonnier de la Villa Noailles, j'ai clairement dû collaborer avec ces insectes qui sortaient quand je taillais les arbres, dû m'interrompre aussi. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon désir, mais il y a un moment donné où il a fallu que je me positionne, parce que c'est bel et bien ça aussi, je me positionne et que je me dise très bien, c'est un travail en collaboration avec les insectes, donc il va falloir que j'accepte certaines choses que je ne suis pas en possibilité, car à partir du moment où un arbre est infecté, ses propriétés mécaniques sont aussi infectées, auquel cas moi je ne peux plus tellement trop y toucher, sinon l'arbre va se briser et ça finissait par être carrément dangereux, donc il a aussi fallu que je m'interrompe. Voilà. Donc tout ça c'est pour dire comment est-ce qu'on décide de travailler avec un matériau qui est vivant, qui n'a pas été traité, dont on décide de laisser le processus se faire, et l'altération, donc en fait une seconde vie qui prend part à l'arbre mort, qui est celle de l'insecte, et de prendre en considération cette vie-là en plus. Voilà, j'espère que je suis clair. Ok. Ça me permet de switcher aussi sur ce travail qui là dépasse le cadre de l'INRA, mais qui était une invitation par le Centre photographique de Rouen et le lycée agricole du Nœud-Bouan, où là j'ai collaboré avec et des professeurs agronomes, agriculteurs, et de futurs agriculteurs, éleveurs et surtout conducteurs de tracteurs et réparateurs de moteurs de tracteurs. Là, j'ai pu apprendre que la terre n'était pas touchée par les mains de l'agriculteur, mais bien par celui du maraîcher, qu'il y avait une belle différence entre l'agriculture et le maraîchage, et que pour la plupart des garçons, tout l'intérêt résidait dans le tracteur. Voilà. Et ça a été pas mal, parce que moi, la proposition que je leur ai faite, c'est qu'on est parti en forêt. Je leur ai dit, voilà, l'idée était qu'on dit, c'est un adage, ce n'est pas une vérité, que pour se figurer l'ensemble des racines qui se trouvent dans le sol, donc invisibles, et on n'a qu'à regarder la houppe de l'arbre, c'est le strict miroir de ce qui se passe dans le sol. Ce que je trouvais finalement assez beau, je suis parti de cette image, qui est fausse, hein, ça dépend des essences, mais je suis parti de cette image en me disant, très bien, on va aller rechercher la houppe de l'arbre avec vous, les lycéens. On va aller creuser sur une parcelle de coupe rase qui a été réalisée dans une forêt en Normandie. Ça a été très difficile qu'un propriétaire accepte de me léguer pour une petite semaine la forêt. Nous avons fini par trouver une baronne qui a bien voulu, qui a trouvé ça rigolo et qui a bien voulu nous léguer cette parcelle le temps de faire cette opération. Et on a essayé partiellement de déterrer, on peut passer peut-être à l'image suivante, le réseau racinien de 10 souches sur cette parcelle. À savoir quand même qu'on a une forêt, puis un tracteur intervient, ou un bûcheron avec sa tronçonneuse, tout dépend des moyens. Et la forêt, on a donc des êtres qui s'élèvent, et d'un coup, en une semaine ou en quelques heures, on a un champ. Tout est à ras, et on a finalement un champ à perte de vue sur toute une parcelle. Donc là, l'idée était de venir retrouver la houppe disparue des arbres liés à cette coupe rase. Voilà. Et en collaboration avec les lycéens, ça a été très dur de les faire creuser avec les mains et la terre. C'était assez rigolo. C'était un vrai challenge et pour eux et pour moi. Qui plus est, on a commencé à 25 degrés. C'était l'année dernière, ça a tout juste un an. Début avril, on a terminé à 0 et sous la neige, j'avais que 2 kW, personne n'était équipé, toute la journée en forêt à creuser. C'était cette fameuse semaine, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où de 25 on est passé à 0 et il a neigé. Voilà. Bon, nous on était en forêt à ce moment-là. On peut passer à l'autre image. Merci. Elles ne sont pas dans l'ordre auquel je pensais. Alors ici on a une cabane qui a été exposée le temps d'une saison à Bordeaux, sur les rives de la Garonne, sur la zone qui est aujourd'hui devenue une réserve naturelle, mais qui est à la base industrielle,
et qui essaie d'être préservé, et où on a un ensemble immobilier qui est en train d'être réalisé, avec le pont Chaban-Delmas qu'on peut voir, qui est assez génial quand il est levé, assez incroyable. Donc ça, c'est la réalisation d'une cabane en Douglas, bois de Douglas, qui est un bois d'élevage, on va dire, qui est très prisé par les constructeurs, dont on peut faire des chalets, parce que c'est un bois de classe 4, donc en fait on n'a pas besoin de le traiter pour la construction, on peut directement le scier, enfin le tronçonner, il passe à la scierie, il est mis en planche et ensuite on peut tout de suite l'utiliser. Pas besoin de chimie par-dessus. Donc du coup, on en fait des forêts d'élevage. La problématique de ces forêts d'élevage, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Donc dès qu'on coupe, on replante. Tandis qu'il faudrait un peu laisser reposer les sols, parce qu'on ne peut pas faire sans la production de bois non plus. On est obligé d'avoir quand même de la production de bois. Et c'est une des essences qui est un petit peu problématique et qui est très demandée aussi, parce que c'est un résineux, donc qui pousse très vite. Et on a un résultat assez rapidement, contrairement aux chênes, on a besoin de 80 à 100 ans pour avoir du rendement. Avec le Douglas, on est entre 40 et 60 ans, plutôt 60, mais même 40, ça peut aller. Voilà, et donc cette cabane a été réalisée, elle fait partie d'un ensemble de cabanes qui a été exposé au Palais de Tokyo, mais elle a été réalisée dans le but d'être brûlée. C'est-à-dire, temps de travail, on peut peut-être passer à l'image suivante, si elle est... Ok, non, elles sont un peu dans le désordre, les images. Hop, non plus. Ok, bon, on n'a pas les images de... Bon, elle a été brûlée, et elle a été brûlée aussi dans le sens des méga-feux. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle a été brûlée il y a 1 an, et Bordeaux m'a appelé en me disant... parce qu'on a un peu soulevé des montagnes pour pouvoir la brûler, cette cabane, et Bordeaux m'a appelé en disant, c'est quand même, avec cette évocation de méga-feu, t'es quand même sacrément dans l'histoire avec les Landes, ce qui est en train de se passer. Du coup, on m'appelle pas mal dans les Landes en ce moment pour faire des trucs. Voilà. Alors on va retourner 3 slides avant avec le... Ouais. Bon, ce qui me permet de switcher... Il te reste une grosse minute. Une grosse minute ? Ok, d'accord. Alors là, on a une bique de cèdre qui est locale. On est sur la mer Méditerranée. C'est une traversée de la presqu'île de Gien, donc à Hyères, depuis la Villa Noailles, vers l'île de Porquerolles, qui est allée ensuite, c'est une pirogue Vaha, sur le modèle Vaha, qui est allée loger la Fondation Carmignac sur l'île de Porquerolles. Le projet était de faire traverser un arbre, hein, parce que là j'ai tout simplement creusé la bille de cèdre, et l'écorce est conservée, donc en fait on ne voit pas cette image, sur cette image elle est à contre-jour. Est-ce qu'on a d'autres images ? Ou pas. Ouais, voilà. Là, voilà. Le projet était réellement poétique. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est toujours un petit peu poétique mon travail, et symbolique, de faire traverser un arbre sur le modèle de la pirogue Vaha, pirogue à balancier, qui est une pirogue qui est réalisée en Polynésie et qui est l'endroit c'est le berceau de la navigation, c'est l'ancêtre du catamaran, pardon. Et j'essaie d'aller très vite, le cèdre est aussi une des essences sélectionnées pour remplacer le pin d'Alep, probablement. Elle est en voie de remplacement, là c'est un cèdre de l'Atlas, pour remplacer le pin d'Alep sur les côtes méditerranéennes. Et qui plus est, le cèdre est une essence qu'on retrouve partout dans le monde. C'est pour ça que j'ai choisi, et notamment cèdre séquoia, et une essence qui est très prisée pour tout ce qui est chantier naval. Donc voilà. Donc là, on a, de la même façon qu'on a vu sur Cairn ou le cercle vertueux, la première installation avec les arbres taillés, on a l'empreinte de cet arbre devenu une pirogue, mais qui deviendrait une pirogue réellement si on lui enlevait l'écorce, et là, qui n'est pas totalement une pirogue, mais toujours l'arbre, puisque ça n'est pas fuselé comme une pirogue, et qui permet d'évoquer l'essence, le départ, et ce dont on a besoin, soit pour naviguer, soit pour avoir une maison, soit pour avoir des choses très très simples, mais toujours par nappe dans mon travail, pour évoquer et me faire la médiatrice aussi de toutes les recherches de l'INRA et aussi de l'ENF, parce que sont aussi des acteurs à qui j'ai eu souvent affaire. Voilà, j'ai terminé ma minute. Et tout le monde veut savoir si c'est toi qui pagais.
C'est pas moi qui pagaie, non, moi je me mets pas en... Mais j'ai choisi de mettre 2 femmes, moi je me mets pas en fait, je fais des films avec toutes ces choses, donc moi je suis plutôt derrière. Voilà. Merci. Merci Sarah. Eh bien, on passe à voilà l'image maintenant, Lionel. On finit avec toi. C'est amusant parce que l'année dernière, on avait un peu picoré, les artistes avaient fourni beaucoup moins d'images. Et là, c'est bien, enfin, un travail d'approfondissement de chacun de vous. Et pour moi, je trouve que, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense l'auditoire, mais on a un voyage qui est vraiment... voilà, comme dans la pirogue de Cèdre. Alors Lionel, point commun avec Pablo, qui était l'invité de Chambord, vous êtes l'invité de Chambord cette année. Avant cela, vous allez ouvrir aussi une sculpture monumentale à Chaumont, le 31. Voilà, ben, on démarre aussi avec quelques images, et je crois que justement on démarre avec Chambord. Oui. Alors merci Alice, bonjour à tous. Oui, alors bon, quand tu m'as invité à parler, en fait, j'ai eu très envie de vous parler d'une pièce que je viens de terminer, donc que j'ai faite dans la forêt du château de Chambord, que tu connais Pablo, et donc c'est une sculpture. Là, vous voyez, on est en train de travailler. C'est une sculpture donc qui a été faite dans la forêt. En fait, quand j'ai été invité à faire l'exposition dans le château, j'ai choisi d'exposer donc dans le château, dans le jardin, mais aussi dans la forêt, parce qu'il me semblait que la forêt était quand même un des éléments fondateurs de cet endroit et extrêmement important, et aussi que c'est un endroit qui m'a beaucoup plu, même s'il est très ambigu, puisque c'est un lieu de chasse, mais c'est aussi un lieu de préservation de certaines espèces. Donc moi, ce que j'ai proposé, en fait, c'est de faire un abri sous forme d'une sculpture. On peut peut-être mettre l'image suivante, on la verra mieux. Voilà, donc c'est une sculpture qui est pour moi un croisement entre une chouette, donc l'animal, la chouette, et une caverne, un abri préhistorique. Mais qui a aussi quelque chose de végétal, quelque chose qui est aussi toujours lié au sol dans lequel elle a été conçue, en fait, elle a été sculptée. Donc c'est des sculptures qui sont réalisées avec du fer à béton, du ciment et de la filasse, qui sont des fibres végétales. Et c'est des sculptures, enfin c'est une sculpture que j'ai réalisée donc sur place. On était une équipe de 3 et on a travaillé pendant 10 jours. Alors pour moi, c'est des épreuves un peu ce type de sculpture, parce que c'est une grande intensité de travail. C'est aussi des conditions comme ce que tu as connu en forêt, Sarah, c'est-à-dire on est vraiment tributaire de est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va faire froid, est-ce que le ciment peut prendre. En tout cas, voilà, on est obligé de s'adapter à aux conditions forestières. Et en même temps, c'est extrêmement grisant, parce que c'est des moments, moi, de travail d'artiste où, dans ce cadre-là, c'était la forêt. La forêt me donne énormément, parce qu'elle me donne la possibilité de rentrer dans un état qui est un état de travail que j'ai pas en atelier, en fait, qui est un état qui est lié à des perturbations de mes repères et qui m'amène à faire des choses que j'aurais certainement pas faites dans l'atelier. D'ailleurs, on est dans le même atelier, mais voilà, j'aurais pas fait ça à l'atelier, tu vois. Alors, voilà, donc la chouette est là-bas, elle va rester dans le château. Elle va. Alors, si que je vous raconte, derrière la chouette, vous voyez, il y a un étang qui s'appelle l'étang des Bonshommes. Et de l'autre côté de cet étang, sur l'autre rive, en fait, il y a un nid de balbuzards pêcheurs, qui sont des oiseaux justement qui sont en voie de disparition. Et cette chouette va servir de poste d'observation, en fait, pour les visiteurs qui voudront aller voir. Alors c'est aussi une partie de la forêt qui est accessible sans prendre de billets pour aller visiter le château, donc on peut aller le voir au cours d'une promenade comme ça. Alors, c'est ton côté accès à tes œuvres. Ouais. Tu fais toujours attention. Oui, j'aime beaucoup que les pièces soient accessibles.
et aussi en Trouver un relation avec moyen. d'autres choses, quoi. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui m'importent beaucoup. Quoi dire après, si sur cette sculpture, il y avait quand même... Alors je pense qu'on peut mettre l'image suivante. Voilà. Alors la sculpture, elle fait à peu près 5 mètres. Et moi, j'ai le vertige, en fait. Donc quand je travaille aussi, je suis dans une situation d'angoisse, quoi, et de flip. Et en général, au début, avant que la chouette commence à prendre forme, je prends des petits repères visuels au sol et je me dis c'est un petit talisman, un truc qui me protège, quoi. Donc là, j'ai fait ça aussi avec cette sculpture. Et donc le premier jour, comme ça, je voyais une espèce de petite feuille au centre de la sculpture. Et je me disais, cette petite feuille me protège, tout ça, à chaque fois que je montais sur l'échelle. Et à la fin de la journée, je me suis dit, tiens, je vais ramasser cette petite feuille et je vais la mettre dans ma poche pour, comme ça, elle m'accompagnera tout au long de la sculpture. Et en fait, quand je l'ai ramassée, je me suis dit, mais c'est pas une feuille, c'est un petit caillou. Et en fait, j'ai vu que c'était un silex. Donc je me suis dit, quand même, incroyable, un petit silex, et il ressemble beaucoup à une flèche. Alors je précise qu'en plus, tu as beaucoup expérimenté les grottes préhistoriques, que tu t'intéresses énormément à l'art pariétal. Voilà, à l'art pariétal, et que dans ta grotte, il y a toujours cette référence, justement. Oui, et d'ailleurs, ces pièces sont nées dans une grotte avant d'arriver dans les forêts. C'était des sculptures que j'avais fait dans la grotte de Bédéiac à Nariège, qui est une grotte ornée, qui a été donc habitée par des Magdaléniens. Et donc, bon, moi, j'ai ramassé ce petit silex, là, et je me suis dit, quand même, il ressemble vraiment énormément à une pointe de flèche, à un petit biface. Et donc, je l'ai montré aux équipes du château. Ils m'ont dit, mais tu sais, il y a eu des habitations, là. Il y a eu des populations magdaléniennes qui ont chassé dans cette forêt. Alors là, j'ai commencé à m'agiter, à me dire, putain, j'ai trouvé une flèche et tout, incroyable. Et donc, du coup, j'ai contacté les gens, justement, de la grotte de Bédéiac. Et je leur ai envoyé ces petites photos là et ils m'ont dit ben ouais, c'est un silex, c'est probablement un outil préhistorique, mais c'est pas une flèche, c'est un crayon en fait. C'est un outil qui servait à graver les os et les bois des cervidés. Donc alors bon, moi là je complètement comme ça, je me dis c'est un gars qui me fait, ou quelqu'un en tout cas qui me fait un signe. C'est un artiste magdalénien qui m'envoie son crayon. C'est génial, quoi. Et donc, je tenais absolument à vous raconter ça parce que c'était une anecdote qui, moi, m'a complètement retourné, là, qui vient de m'arriver il n'y a pas longtemps. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre la petite flèche, enfin, le petit crayon, d'ailleurs, dans la chouette. Et c'est-à-dire que les gens qui visiteront la forêt pourront voir. Alors, parce qu'à un moment, je pensais la garder et m'en faire un... Enfin, voilà. Puis après, je me suis dit... C'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, je me suis dit, non, il faut quand même la donner aux gens. Et puis aussi, en fait, elle va rester à l'endroit où elle était. Alors, voilà. Donc, cette histoire était assez incroyable. Et la chouette sera visible. Elle est visible, en fait, dès maintenant. Mais la chouette, la flèche, le crayon n'est pas encore... Le biface n'est pas encore... on va passer à l'œuvre. Voilà. Alors, donc ça, c'est plus directement lié... quoique là, c'était très lié aux forêts, quand même, là, que j'ai raconté. Mais là, c'est une pièce qui est... c'est au musée de Saint-Étienne. C'était il y a 1 an. Donc, c'est une sculpture qui fait partie d'une série de sculptures que je fais depuis plusieurs années, qui s'appelle Les Printemps. Alors les printemps, en fait, ce sont des arbres morts. Alors celui-là, c'est un châtaignier. Et ces arbres morts, en fait, je les fleuris à l'aide de matériaux qui sont des matériaux humains. Ce sont des peaux mortes. Alors en fait, mon idée, c'est de... Je ne sais pas si on voit bien les petites fleurs, mais ce sont des petites fleurs qui sont faites avec des petites peaux mortes qui en fait remplacent les pétales. Ces peaux mortes qui sont fournies par un certain nombre de podologues complices. Exactement. Voilà. Alors, bon, c'est un peu particulier, mais c'est quand même... Alors moi, il faut que je vous explique d'où c'est pas venu tout seul. Hein, donc en fait, les peaux mortes, déjà, c'est d'autres plantes. C'est la plante des pieds qui marche sur le sol et qui est la promenade, qui est aussi le résultat d'un soin, c'est-à-dire
Les podologues, ils soignent les plantes des pieds, ils soignent le contact avec le sol, et il en résulte ce matériau qui est dégoûtant, qui est un peu ridicule, parce que c'est quand même la peau morte, en plus ça fait rigoler en plus, ça n'a pas de noblesse. Et ce petit matériau, pour moi, il a envie de devenir une pétale, en fait. Il est transcendé dans ce qui est presque son opposé, c'est la pétale de fleurs qui, elle, alors par contre, sent bon déjà, bon, et puis qui est la grâce, qui est... voilà. Et surtout, ce qui m'intéresse aussi beaucoup là-dedans, c'est que c'est l'humain et l'arbre qui s'associent pour donner une idée de renaissance, de renouveau et de symbiose en fait. Et c'est aussi une des volontés de l'art classique en fait, c'est l'imitation de la nature par l'homme. Et là on est en plein dedans parce que c'est vraiment carrément la peau de pied qui veut imiter la pétale de fleur. Donc voilà. Et donc celui-ci, cet arbre, je l'ai récupéré, donc on est à Saint-Étienne, un endroit où la forêt est très importante, puisque toute la ville est liée, l'histoire de la ville est liée à la forêt, puisque c'est la sidérurgie, tout ça, donc il est demandé des ressources en eau et des arbres et tout ça. Et donc c'est grâce à monsieur Thibaudet, qui est à l'ONF là-bas, qui m'a amené, on a choisi ensemble ce châtaignier, qui était, donc on l'a choisi en 2019 ou 2020, mais c'était une année où il faisait très sec et où les châtaigniers étaient les premiers à souffrir de la sécheresse, et donc certains étaient morts, dont celui-là. Alors c'est pas vraiment tout le châtaignier, c'est que la cime, parce que lui il faisait 30 mètres, et là dans le musée il doit faire peut-être 7 mètres, peut-être, j'en sais rien en fait, mais à peu près 7 mètres. Et voilà, et donc j'aimais bien aussi, parce qu'au vernissage il y avait tous les gens, on en a parlé de l'ONF, et il y avait aussi tous les podologues qui avaient participé à la récolte des fleurs, donc ça faisait 2 professions comme ça liées Ils se aux soins. rencontrent rarement. Oui, et alors que pourtant ils ont plein de choses en commun, et tous les deux s'occupent de plantes, certains des plantes des pieds, des plantes de forêt, et c'est des soignants en fait. Et donc je trouvais que c'était bien et ils se sont très bien entendus, ils rigolaient beaucoup. Enfin, c'était très joyeux ce vernissage autour de cet arbre mort, et ça j'étais content de ça. Voilà, alors après il y a une autre image. Alors ça aussi c'est très récent, je ne sais pas si c'est super photogénique, mais bon, je voulais en parler parce que c'est des pièces assez récentes. Donc c'est sur des toiles de peinture, et c'est de la poussière en fait, c'est de la poussière de mon atelier et de la poussière aussi du château de Chambord, c'est-à-dire la poussière qui est la trace des circulations des visiteurs. Donc là, c'est pas moi qui balaye, j'ai récupéré les sacs d'aspirateurs et la poussière de l'atelier, donc qui contient aussi des pigments, alors des fragments de poussière colorés, tout ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette poussière pour révéler des images de forêt. Alors, je ne sais pas si on le voit bien sur la photo, mais en fait, c'est une image de la forêt à Chambord il y a 1 an. Donc il y a un arbre mort et il y a un sous-bois derrière. C'est une pièce qui fait 4 mètres sur 2 à peu près, 4 mètres sur 1 mètre 95 je crois. Et voilà, et donc mon idée c'était à nouveau dans ce rapport des matériaux entre eux, et où les plantes sont pour moi, et la forêt en général est quelque chose qui me parle à moi en tout cas de ça. Et donc là pour moi c'est la poussière qui essaye de devenir lumière ou de devenir pollen en fait. C'est la poussière qui est l'élément comme ça en disparition, qui essaye de devenir la chose qui révèle l'image, donc la lumière, ou la chose qui pollinise la forêt, ou l'élément. Et donc moi c'est des choses qui m'intéressent beaucoup dans mon travail, ça, ce moment où ça bascule du truc qui est détruit en truc qui amorce et qui le germe de quelque chose. Et donc voilà, donc ça c'est des pièces toutes récentes qui sont aussi liées à la forêt et qui correspondent à il y a 1 an en fait, quand j'avais commencé ces séries d'ailleurs avec une autre forêt qui est la forêt de Bretonne en Normandie, qui est à côté de mon atelier que j'ai là-bas, et voilà, et donc je pense que ça va être un travail que je vais continuer, quoi, ce travail avec et Lionel, en effet, alors
Je fais des raccourcis parce que le temps passe. Tu es né aussi à La Réunion, tu as été en contact avec la forêt primaire, tu t'intéresses à l'art pariétal. Très souvent, il y a ce rapport au temps. Et tu t'es aussi intéressé aux dommages causés par des catastrophes naturelles sur la forêt. Hiver 54, le froid, là pour une fois, c'est pas l'eau chaude. Et tempête 99. Oui. Et tu as utilisé aussi ces souches, mais toujours en créant comme si elles venaient d'un passé lointain que tu ramènes au présent. Et tu as aussi travaillé sur l'impact des événements climatiques extrêmes sur la forêt. Oui, c'est vrai que j'aurais pu en parler un petit peu plus. C'est sur la série des printemps, donc, qui correspond à l'arbre que l'on a vu avant. Donc là, c'est un châtaignier, mais c'est une série qui a débuté avec un bonsaï qui était mort chez moi. Donc ça, c'était en 2011 ou 12. Et donc c'était un petit bonsaï. J'avais fait des petites fleurs avec des peaux mortes, donc c'était les miennes là cette fois-ci. Et ensuite, la deuxième forêt, c'était des frênes têtards. Ce sont des arbres qui disparaissaient, c'était à La Rochelle. Et c'est des arbres qui étaient en voie qui disparaissent parce que c'est des arbres qu'on utilisait pour le bois de chauffe et qu'on n'utilise plus. Et donc du coup, c'est des essences qui disparaissaient. Et voilà, donc ça c'était ma première forêt, constituée de 3 arbres refleuris avec des peaux mortes. Après, il y avait eu une forêt qui était liée aux incendies aussi. C'était les incendies de la montagne Sainte-Victoire. Donc c'était aussi lié à l'histoire de l'art. Et donc c'est 3 arbres qui sont aussi fleuris comme ça. Ensuite, j'ai fleuri des chênes. Donc j'ai eu de la chance parce que c'est des chênes qui étaient morts pendant l'hiver 54 et que des collectionneurs m'ont confié pour les refleurir. Donc ils étaient dans une propriété en Provence et ils étaient là depuis l'hiver 54 en fait. Non, c'était pas des chênes, c'était des oliviers. Les oliviers. Et voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû en faire une autre, mais je l'ai plus. Non, mais alors, le temps passant et l'audience étant nombreuse, qu'il y a peut-être des questions. Moi, j'aurais pu rajouter en plus beaucoup de choses. Et ceux qui me connaissent se disent, tiens, elle n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions pour les artistes ou pour Frédéric Lecomte? Voilà. Moi, j'aimerais, Alice, dire un petit mot parce que je suis vraiment touchée en fait par tout ce qui a été dit. Et dans chacun ce que vous avez dit, avec votre propre sensibilité et tout le travail que vous avez fait depuis des années, en fait, chacun, vous touchez une petite partie de moi, en fait, de mon métier de forestier et de pourquoi je suis forestière. Et je trouve que Pablo, vous avez parlé des éléments, enfin, c'est quand même incroyable, sculpter de l'air, c'est une manière, je ne sais pas, c'est quelque chose d'inouï auquel on n'aurait pas pensé, et pourtant, voilà, vous l'avez fait. Vous parlez de l'eau aussi. Donc les éléments, ce rapport aux éléments. Sarah, c'est presque une forestière, on va pouvoir l'embaucher à l'ONF, elle connaît les essences, la migration assistée. Et effectivement, tout ce travail aussi qui est fait avec la nature, la transmission transgénérationnelle, je ne sais pas comment il faut dire. Pour nous, les forestiers, c'est quelque chose qui est très important, la transmission. On travaille dans le temps long, un chêne, ça met 160 ans à pousser. On travaille avec ce que nos prédécesseurs nous ont légué pour les générations futures. Donc, on est dans un espace-temps qui est très long. Et en fait, avec vos sensibilités d'artistes, finalement, ça nous donne à nous, forestiers, des nouveaux regards aussi sur notre métier. Et ça, c'est quelque chose qui est très riche parce que ça ouvre des possibles. Et moi, je trouve beaucoup de similitudes finalement dans cette relation à la nature, dans cette comme co-construction finalement de notre métier de tous les jours et de ce qu'on fait tous les jours. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre un forestier et un artiste. Le forestier, dans sa forêt, il va observer. Tout passe par le regard. Alors, il faut observer pour comprendre ce qui se passe. Et on va doser notre action en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on imagine pour plus tard. On va doser la lumière, en fait. Le travail de forestier, c'est un dosage de la lumière. Et quelque part, on va transmettre finalement de la mémoire des arbres.
Et vous, vous dosez aussi la lumière, vous utilisez la matière, vous observez forcément, je pense qu'on ne peut pas être artiste si on ne regarde pas, et vous transmettez un peu de la mémoire des hommes. Et je trouve aussi dans votre travail d'installer des œuvres dans du patrimoine historique, de faire ce retour vers la caverne. Enfin, il y a toute une mythologie derrière, je trouve que c'est une manière finalement de réenchanter quelque part notre métier de forestier. Voilà, on est des passeurs de mémoire tous. Donc, merci beaucoup, vraiment je suis très touchée par tout ce que vous avez exprimé. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a un micro dans la salle ? Voilà. Moi, je serais intéressé de savoir qu'est-ce que... moi, je trouve que je suis propriétaire d'une forêt dans laquelle on va réserver des arbres pour la biodiversité et qui vont évoluer, qui vont se retourner, reproduire de la matière dans la forêt et avoir toute une vie qui va se développer dessus. Et j'étais assez intéressé par le côté où on peut faire un lien entre les scientifiques et les artistes. Mais je me demandais est-ce que vous, ou vos collègues, ce genre de projet peut intéresser. De collaboration avec des scientifiques, vous voulez dire ? Et des naturalistes sur la biodiversité. Je vous laisse répondre, mais par rapport les artistes qui travaillent souvent autour de l'arbre, la forêt, ont généralement beaucoup de collaboration avec les naturalistes, avec les scientifiques. Je dirais que c'est très répandu. Là, c'est peut-être plus significatif pour toi, Sarah, mais oui, c'est... Je dirais même que c'est peut-être même indispensable parce qu'à un moment donné, un artiste apprend, pour justement agir sur le milieu, ça va être la connaissance par exemple du biologiste ou du scientifique qui va l'aider à mieux comprendre. Je suis surtout pas sûr d'avoir compris la question. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que dans la forêt, ce qui compte, c'est de planter des arbres. Et en fait, pour la nature, ce qui compte, c'est de laisser les arbres vivre leur vie jusqu'au bout et qu'il y ait une naturalité qui se développe autour. Et je trouve intéressant des artistes qui permettent de faire passer une idée à travers leur interprétation. Là, vous aviez une idée, des scientifiques parlent des cèdres qu'on va faire traverser la Méditerranée. Vous faites un geste. Alors, du point de vue, juste au niveau de ce qui se développe en termes de résidence, d'échanges, de collaboration, au niveau institutionnel aussi, les échanges qui peuvent se faire entre les artistes, les biologistes, physiciens, tout le monde de la science. On a deux univers qui sont similaires de par la recherche et le temps long de la recherche, qui est le temps long de la démarche d'un artiste, le temps long sur une thématique souvent d'un laboratoire, sur 10-20 ans on va aller chercher de l'argent pour essayer de développer des choses dans la recherche. En revanche, ce qui est difficile, et on peut le retrouver aussi chez l'artisan, quand l'artiste va essayer d'aller parler, discuter avec l'artisan, c'est qu'on a souvent, nous on arrive, on n'y connaît rien. On n'y connaît rien, on est des artistes, on sait plein de choses, mais on ne sait rien. Mais à la fois, on sait plein de choses. Non, mais on n'est pas spécialisé, on est hormis dans ce qu'on exerce. Donc du coup, on met souvent les pieds dans le plat quand on arrive. Les artisans, souvent la réponse, et moi ce que j'ai eu aussi comme réponse beaucoup, c'est non, c'est pas possible. Non. Puis, on dit d'accord, on discute un peu, puis 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, le scientifique ou l'artisan va revenir en disant mais cette idée, il faut la faire, c'est important. Donc voilà, ce qui est aussi, il fait partie de l'échange entre divers univers, et puis il y a aussi la question du langage, de la langue, c'est-à-dire que l'artiste il va parler librement parce que c'est pas son domaine, et il va peut-être heurter le scientifique ou l'artisan,
qui pour lui sont des choses qui sont importantes, et il fait ses recherches depuis des années, et peu à peu, le chercheur va se sentir peut-être moins heurté et comprendre ce que va faire l'artiste. Et ça, c'est essentiel aussi, c'est une discussion que je peux avoir souvent, je me permets juste de dire ça, avec Nicolas Martin, qui est l'exercice de la vulgarisation dans le milieu scientifique, qui est un vrai exercice de synthèse pour certains scientifiques qui décident de le faire et qui se soumettent un peu à cet exercice, dans celui de la transmission et d'essayer de transmettre pas seulement à sa propre corporation, mais au monde. Et c'est ce qui est en train de se passer aussi dans ces échanges institutionnels entre le ministère de la Culture, celui de l'Agronomie, parce que moi, par exemple, lycée agricole, c'était une invitation du ministère de l'Agriculture, certainement pas de l'Agriculture et pas de celui de la Culture. Ce sont ces ponts-là et qui permettent, avant, je crois que c'était plus hermétique, à tout un panel de public de comprendre mieux les actions. Comme l'ONF, on a eu vachement mal à comprendre ce qui se passait entre... Vous utilisez le mot forestier, avant on utilisait, beaucoup se revendiquent du naturalisme, il y a tout cet amalgame aussi qui est fait, bon, voilà, après je vais m'arrêter parce que je suis en train de prendre la parole, mais je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Y a-t-il une autre question? Bon, sinon on est là, hein, encore quelques instants, hein, on peut... Sur cette question du rapport entre science et art, justement à la Fondation Cartier, enfin Fabrice, avec sa curiosité et Fabrice Hibert, sa formation de mathématicien, en fait, il a instauré un vrai dialogue entre toutes sortes de sciences, hein, mathématiques, physique quantique, les virologues, et puis les sciences sociales, philosophes, architectes, enfin tout. Et justement, ça permet d'accéder à une pensée complexe et que chacun ne reste pas dans son silo, et c'est extrêmement riche finalement, ça permet d'aller beaucoup plus vite, et peut-être qu'on trouvera par ce type d'association et de réflexion plus rapidement des solutions. Et pour lui, en effet, l'arbre avec ses ramifications correspond aussi à une sorte de réseau neuronal, et il y a une sorte d'intelligence partagée, celle des humains et celle de la forêt. Eh bien, merci beaucoup pour avoir pris le temps d'expliquer des œuvres, des démarches, des cheminements. Un immense merci, Pablo, Sarah, Lionel. Merci beaucoup, Frédéric. On se retrouve l'année prochaine, je crois, hein, parce que... J'avais fini par parce qu'on continue bien évidemment à explorer et à dialoguer entre la forêt et puis le monde de l'art. C'est essentiel, on vient encore de s'en rendre compte.